Bonjour, bienvenue à cet atelier en ligne d'initiation au portage. J'ai créé cette conférence en ligne afin de la rendre accessible au plus grand monde, étant donné qu'en pratique, quand je l'organise en atelier collectif, euh, en fait, ça n'est que de la théorie que je transmets. Les ateliers collectifs de pratique étant, eux, dont l'objectif à 100% de la pratique, et donc l'atelier d'initiation étant la base théorique qui permet après de comprendre ce qu'on va faire avec bébé et quel système utiliser. Donc voilà, ici c'est ce que j'appelle une initiation au portage physiologique des bébés. Nous allons aborder différents aspects tels que le nouveau-né, ses besoins, son évolution psychomotrice, mais je veux dire de manière vraiment très très résumée et juste pour vous permettre d'avoir les différents outils pour comprendre euh, les objectifs qu'on va développer à travers le portage physiologique. Nous aborderons également les différents systèmes qui existent et quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, une brève présentation, donc je suis ergothérapeute de formation. Je suis maman de 4 enfants, donc des jumeaux de 3 ans, l'aîné ayant 9 ans. Je suis consultante en portage physiologique formée par l'Académie du portage et par l'école à porter, qui est en fait l'école liée à la marque Love Radius, anciennement Je porte mon bébé. Et j'ai commencé, oui, c'est en 2016 que je me suis formée pour être professionnelle du portage. Je suis donc également revendeur, donc pour les ateliers que je propose, je suis également revendeur, donc c'est sous le même nom comme une plume, parce que je me suis vite rendu compte qu'il y avait des très chouettes porte-bébés qui existaient, euh, notamment à l'étranger, et qui n'étaient pas du tout vendus en Belgique, et voilà, et des bébés, des porte-bébés qui s'étaient bien conçus, qui étaient d'un bon rapport qualité-prix, durée d'usage, donc je trouvais que ça manquait un petit peu. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai été amenée à développer mon site de vente en ligne. Alors voilà, je suis également bénévole pour l'association Portage Handicap, qui est une association française. Donc de par ma formation d'ergothérapeute, je suis plus particulièrement sensibilisée à tout ce qui est handicap, tant je veux dire de l'aspect du parent que de l'aspect si c'est l'enfant, que ce soit une problématique temporaire ou qui évoluera sur le long terme. Donc voilà, ça c'est l'idée, c'est d'apporter une solution portage au moment où vous en avez besoin, où votre enfant en a besoin. Donc voilà, de trouver la solution la plus facile pour vous. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de recette toute faite. C'est déjà pas une recette toute faite, j'ai envie de dire, quand il n'y a pas de problématique particulière. Mais quand on est dans un contexte de handicap, là c'est vraiment voilà, on va fonctionner par essai-erreur, voir un petit peu ce qui fonctionne, comment est-ce que l'enfant réagit, comment le parent se sent. Alors, je vous présente ici 2 photos de moi. Alors, il y a 3 ans qui séparent ces 2 photos. Donc, celle en haut à droite, c'est avec mon premier. C'est l'écharpe Tricot-Laine avec un mode d'emploi qui ne convient pas en fait enfin, qui ne permet pas d'utiliser cette écharpe de manière optimale et avec un bébé qui était un bon gros bébé. Donc voilà, une maman débutante avec un mode d'emploi pas tout à fait adapté au système qu'elle a, un petit loulou qui a un bon gabarit, donc si vous voyez, la position elle n'est pas optimale. Euh, et donc ça fait partie de l'apprentissage aussi, on fait du mieux qu'on peut, et donc quand on débute, voilà, on fait des erreurs. Et puis 3 ans plus tard, avec mon deuxième, qui a à peu près le même âge, on a un petit loulou qui est porté en dos de façon physiologique pendant que je fais la cuisine. En fait, j'étais en train de peler des pommes de terre. Donc voilà, le portage, c'est quelque chose de toute façon voilà, qui est évolutif, qui est différent pour chaque enfant, pour chaque porteur, j'ai envie de dire pour le même porteur à chaque grossesse, et puis en fonction de la manière dont on va porter, voilà, ça va impacter aussi notre quotidien, ou notre quotidien va impacter notre manière de porter. Ça dépend un petit peu de comment est-ce qu'on voit les choses. Mais donc voilà, c'est quelque chose d'assez évolutif. Alors j'ai envie de vous parler d'abord du bébé, du nouveau-né, euh, pour un peu dédramatiser et amener des éléments de compréhension par rapport à des choses qu'on peut vivre en tant que jeune parent, auxquelles on n'est pas toujours préparé. Et donc, oui, le bébé, c'est un être primitif, c'est-à-dire quand il naît, enfin, il a énormément d'instincts, donc tout ce qui est instinctif, donc sa partie, je dirais,
plus animal, c'est plus ce cerveau reptilien qui va fonctionner. Donc, et là, c'est intéressant de se poser la question, mais finalement, à quel type de famille d'animaux faisons-nous, enfin, appartenons-nous? À quelle famille d'animaux appartenons-nous? Parce que ça va nous amener des compréhensions aussi par rapport aux réactions de notre bébé, à l'instinct qu'il va avoir dans les différentes situations. Donc, pour reprendre en gros une classification des mammifères, ils ont été classés en trois groupes. Donc, les nidifuges, donc ceux qui n'avaient pas de refuge, ceux qui enfin, qui ne nidifiaient pas, où les bébés naissent les yeux ouverts. Ce sont des copies miniatures du parent. Ils savent tout de suite se déplacer seuls et se mettre debout directement après la naissance. Et il doit en permanence rester près de la maman. Donc, il n'est jamais séparé de sa maman. Les nidicoles qui, eux, donc, sont dans un nid. Donc, bah, voilà, ici, c'est les renards, ça peut être les chiens, les chats. Ils naissent les yeux fermés. Ils sont très immatures, ils ne savent pas se déplacer. Et donc, ce qui va être important, c'est que les petits restent calmes en l'absence du parent quand il va chercher en fait de la nourriture. La maman va devoir chasser, va devoir se nourrir à l'extérieur en laissant ses petits seuls. Et donc, il faut surtout qu'ils restent calmes pour ne pas attirer les prédateurs éventuels. Et donc, de ce fait, ben, ils prennent peu de repas, mais ce sont des repas souvent qui sont très riches, qui calent très très fort. Parce que sinon, les petits réclameraient très rapidement et ça poserait problème. Donc voilà, contrairement donc au nidifuge où là le bébé est en permanence près de la maman, bah, le lait n'a pas besoin d'être rassasiant. Et donc la troisième partie, donc ce qu'on appelle la famille des porteurs, type marsupial. Alors évidemment, il y a tous les singes qui en font partie, mais également donc les marsupiaux, donc comme le kangourou, le koala. Enfin voilà, les bébés s'accrochent aux parents. Ils naissent les yeux ouverts, mais par contre donc ils sont dépendants du parent pour se déplacer. Ils savent s'agripper. Ils réclament en permanence le contact de la mère. Il y a vraiment une notion liée à la survie par rapport à ça. Si le petit en fait est détaché de la mère et donc n'est pas porté, en général c'est que la mère n'est plus là pour le protéger, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, que la mère est morte ou quoi que ce soit, et le bébé sait que voilà il est en très grave danger, en danger de mort, il est à la portée des prédateurs. Donc il y a quelque chose de voilà de très fort, une peur très forte, une angoisse très forte, mais donc c'est primitif, hein. Et donc comme le petit est porté, ben, effectivement, on a un lait rassasiant qui est pour une courte durée parce qu'en fait le sein est à portée de bouche permanente. C'est même encore plus fort que chez les diffuges, vu que voilà, le petit est accroché à hauteur du sein de la maman. Alors il y avait une espèce de singe, c'était assez intéressant parce qu'on parle, pour parler du portage, qui en fait ils étaient en portage ventral. Je crois que c'était les 2 premières semaines et puis après quand ils étaient plus grands, ils partaient en portage dos et donc voilà, ça correspondait plus ou moins en faisant le calcul par rapport à la durée de l'allaitement, je me suis dit que ça faisait plus ou moins si on transposait par rapport au bébé humain, que pendant oui les 3 à 6 mois de vie, on était en portage ventral et puis après, ils partent en portage, dos. Donc donc voilà. Ce qui est vraiment important, donc, c'est que le bébé est né immature. Alors, on parle de plus en plus de la notion du quatrième trimestre de grossesse. Donc, il y a comme postulat que le bébé naîtrait trop tôt, qu'il devrait rester encore un trimestre dans le ventre de la maman pour arriver à maturité. Ce qui est cohérent, par exemple, par rapport à la problématique des coliques, où on dit que c'est lié à l'immaturité du système digestif du nourrisson et qui durerait pendant les 3 premiers mois. Euh, donc voilà, c'est un temps, en tout cas, c'est un temps vraiment de transition. Ce premier trimestre de vie, c'est un temps de transition entre la vie euh, intra-utérine et la vie en dehors du ventre de maman. Et c'est un temps de transition à la fois pour bébé et à la fois pour maman. Donc c'est vraiment un moment, j'ai envie de dire, un moment particulier euh, où voilà, être dans l'écoute de son bébé, être dans l'écoute de soi, c'est quelque chose qui est super important. Donc en pensant, bah, pour le bébé en tout cas, que c'est un gros choc quand même. Donc avant, il était au chaud, il était en apesanteur, il devait pas se nourrir, il devait pas respirer, il devait pas déféquer, enfin voilà, et tout d'un coup, il doit faire tout ça. Donc voilà, c'est un gros gros bouleversement. Et donc au plus on est dans du cocooning, dans du maternage proximal pendant ce premier trimestre de grossesse, au plus la transition va être douce pour l'enfant, vu qu'il va retrouver des sensations, des vécus, des expériences sensorielles comme dans le ventre de maman.
Et donc pour nous en tant que femmes, ben, c'est aussi un temps de transition pour notre corps aussi, pour intégrer que bébé n'est plus dedans, n'est plus dehors, enfin qu'il est dehors, et aussi pour être dans la rencontre avec qui est notre bébé. Et la découverte aussi de la maman, aussi c'est un premier, de la maman que nous sommes. C'est une grande naissance, la naissance d'un premier. Euh, Notre enfant naît et nous naissons maman. Donc c'est un gros passage. Et papa, pour les papas. Euh, voilà. Comme je vous ai expliqué un petit peu en parlant de la nature primitive du bébé, il est dans sa nature profonde d'être porté. Donc c'est quelque chose qui est instinctif. Alors il y a des enfants qui vont être plus ou moins en détresse s'ils ne sont pas portés. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être très cool et très longtemps, et il y en a qui vont avoir besoin d'être portés tout le temps. Donc ça, voilà, sentez un petit peu comment ça se passe pour votre bébé. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas a priori demandeur ou qu'il râle pas qu'il faut pas le porter. C'est vraiment une expérience qui est très enrichissante pour lui à de nombreux niveaux et pas uniquement au niveau émotionnel, mais également donc au niveau psychomoteur. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et quand on utilise le portage quelque part, ben, on va utiliser les ressources de notre être primitif aussi en tant que parent et les ressources de l'être primitif qu'est notre enfant. Donc ça amène une dynamique différente aussi dans la relation avec une part, je dirais, plus instinctive. Alors, le concept du continuum de Jean Lidloff, elle parlait dans son livre, donc c'est un livre, hein, de la nécessité de conserver le contact physique mère-enfant jusqu'à ce que l'enfant s'en détache tout seul. Donc ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on véhicule beaucoup dans nos sociétés. Alors de moins en moins, hein, on commence vraiment à de plus en plus faire marche arrière par rapport à tout ça, mais on a vraiment mis une distance entre la mère et l'enfant. L'enfant devait dormir seul, ne devait pas réclamer, ne devait pas pleurer. Enfin voilà, il y avait même tout petit cette notion-là qu'il fallait couper le cordon tout de suite. Euh, et en fait, ici, l'approche du Need Love part plutôt en fait, de garder la proximité, donc il y a le contact physique, mais c'est pas que le contact physique, c'est tout un ensemble. Faire du maternage proximal permet d'amener une sécurité affective, de favoriser un développement psychomoteur optimal, et donc de ce fait de favoriser un détachement naturel, mais qui sera un détachement sécure. Donc c'est pas en fait j'ai pas le choix, je suis tout seul, je viens me débrouiller, c'est en fait je sais que je peux compter sur maman qui est pas loin ou papa qui est pas loin, et donc je suis tellement en sécurité avec ça que j'ose aller vers l'extérieur et que j'ose entrer en relation avec l'extérieur. Donc voilà, c'est un peu une dynamique différente en tout cas de ce qu'on a pu avoir comme enseignement dans les générations précédentes. Alors, je trouvais essentiel un petit peu de reparler des besoins fondamentaux du nouveau-né. Alors, je les ai classés en trois catégories. Enfin, je dis j'ai, mais en fait, c'est inspiré c'est un pédiatre qui avait abordé ces aspects-là. Je trouvais ça assez intéressant. Donc, les besoins dits physiologiques, donc qui sont le fait de respirer, de manger, d'éliminer, de se déplacer et de maintenir sa température corporelle. Euh, les besoins relationnels, en fait, qui ont un lien avec les cinq sens, le toucher, l'odeur, la vue, le goût et l'ouïe, sachant que ces sens existaient déjà dans le ventre de maman. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir donner une résonance entre le vécu au niveau de ces cinq sens dans le ventre de maman et le vécu au niveau de ces cinq sens en dehors du corps de maman. Et dans la relation avec papa. Ça, c'est top. Euh, Et l'attachement. Donc l'attachement, c'est ce que je vous parlais de l'instinct, le besoin inné et fondamental d'affection, de créer un lien d'attachement parce qu'il s'agit d'une question de survie, euh, d'avoir cette relation particulière, sécurisante avec la mère. Alors ici, j'ai mis avec la mère parce que c'est vrai que naturellement, ça se passe en général avec la mère, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, ça peut se produire avec le conjoint, avec l'autre parent, et puis ben, pour les enfants voilà, qui sont dans un contexte évidemment particulier de chemin de vie, qui sont orphelins ou quoi, ben, ça va se créer avec les parents adoptifs, ou enfin voilà, avec des professionnels de la petite enfance. Donc, mais ce lien d'attachement, c'est quelque chose qui est vraiment super important. C'est quelque chose qui est super important et fondamental, et il y a une notion de survie au niveau instinctif, mais, euh, mais voilà, ça va impacter l'enfant dans toutes ses sphères, donc au niveau psychomoteur, aussi au niveau cognitif, donc c'est vraiment très très important. Et donc ici, bah, alors j'ai mis des flèches parce qu'en fait, ici j'ai classifié en trois familles, mais en fait,
tout est lié évidemment, tout est entrelacé. Je veux dire, c'est pas des choses qui sont séparées. Et donc, le portage va répondre à ces différentes familles de besoins fondamentaux. Donc, au niveau respiration, bon, on va dire un bébé respire naturellement, mais dans le portage physiologique, on va toujours maintenir le bébé dans une position verticale qui va favoriser c'est une position optimale pour la respiration, en fait, le fait d'être vertical. Au niveau de l'alimentation, en tout cas, quand on a un bébé qui est allaité, il est à portée de sein. Et donc, si on est dans l'aspect de nouveau primitif, instinctif, etc., donc forcément, il est à portée de nourriture en permanence. Le fait d'éliminer euh, la position physiologique favorise l'élimination et facilite le transit. Euh, donc c'est un petit truc même pour nous les adultes quand voilà, on a un petit couac. On se met en position, les genoux bien relevés, ça aide. Mais donc voilà, ça aide vraiment pour l'enfant. Et le fait qu'il ait ses genoux entre le porteur et lui-même, donc ils sont à hauteur de nombril, en fait ça va venir compresser un petit peu son ventre et au moment du portage, ça va venir masser un petit peu son ventre. Donc ça va faciliter son transit. Alors maintenir sa température corporelle, comme il va être en contact d'un adulte qui lui-même sait réguler sa température, en fait, il va adapter sa propre température à celle de son parent, à celle du porteur. Donc ça va l'aider. Au niveau relationnel, donc au niveau des sens, en fait, il va retrouver des sens grâce au portage. Il va retrouver des expériences sensorielles qui sont les mêmes que quand il était dans le ventre de maman. Le côté enveloppant de l'écharpe, qui va lui donner de nouveau les sensations de quand il était enveloppé dans le ventre de maman. La chaleur, le fait de goûter. On voit souvent des nouveau-nés qui viennent même lécher la peau du parent, lécher la peau de maman. Voilà, il va retrouver des goûts un peu qu'il y avait dans le liquide amniotique. Le fait d'entendre les sons, il va pouvoir entendre le cœur battre, il va entendre la voix, donc, mais avec une résonance particulière parce qu'il est tout près et parce qu'il aura sa tête collée contre le parent. Donc c'est pas que le son à travers l'oreille uniquement, le tympan, mais ça va être une résonance vibratoire aussi à travers le corps du porteur qui se transmet au corps de l'enfant. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'enfant, quand il est dans le ventre de maman, il est un peu bercé. Dès qu'elle marche, il est bercé. Et en fait, dans le portage, il va pouvoir vivre ça aussi. Ces mouvements qu'il a connus, en fait, il va les retrouver. Et donc, c'est pour ça que le portage ici va vraiment donner une résonance particulière au niveau sensoriel au bébé et dans ce moment de transition entre le vécu dans le ventre de maman et le vécu à l'extérieur du ventre de maman. Et donc, par rapport à son besoin d'attachement, évidemment, c'est pas rassurant pour le bébé. Il est contre son parent et donc il sait qu'il est en sécurité parce instinctivement, c'est ce pourquoi il est programmé déjà. Et puis, pour nous, en tant que parents, c'est très rassurant. On a notre bébé en permanence à portée de vue, à portée de regard, à portée de sensation, parce qu'il y a un moment, en fait, on n'a plus besoin de voir. On sent son enfant, on sent son tonus, on sent sa dynamique, on sent comment est-ce qu'il respire. Et donc, c'est très, très rassurant. Euh, pour des parents, par exemple, qui pourraient être un peu nature inquiète, avoir peur que, voilà, il y a la peur de la mort subite du nourrisson, il y a la peur, voilà, que l'enfant n'est pas assez chaud, que l'enfant est trop chaud. Enfin, c'est des inquiétudes qu'on a en tant que parents, qui sont tout à fait compréhensibles et légitimes, et qui finalement ne se posent plus quand on a notre enfant contre nous en portage. Et donc voilà, ici il y a une étude qui a prouvé que porter au moins pendant 1h30 tous les jours notre bébé diminue les pleurs de plus de 40%. Donc voilà, ça c'est un outil intéressant. Si vous portez pour soulager par exemple les pleurs de décharge du soir, n'hésitez pas à mettre bébé dans un système de portage avant qu'il soit en grande détresse. Euh, pour les premières fois, c'est encore plus important de le faire dans des moments d'éveil calme, des moments où l'enfant n'a pas faim, est bien éveillé, est bien reposé, enfin voilà. Mais après, c'est vrai que si vous utilisez vraiment en vous disant, il y a des moments qui sont difficiles, anticipez-les dans la mesure du possible. Vous savez que tous les soirs, à partir de 19h30, ça commence à être compliqué, mettez-le à 19h15 ou à 19h dans le porte-bébé, et voilà, ça permet d'être plus serein.